Mesdames et messieurs, merci d'être toujours en notre compagnie. En tout cas, nous sommes très heureux de passer ces premières heures de l'année 2023 avec vous sur cette émission, sur d'ailleurs le grand format du Dimanche c'est politique. Et on se retrouve sur le plateau de Hebdo des éditorialistes avec les collègues journalistes qui sont bien présents. Nous vous disons une fois encore, bonne et heureuse année 2023. Mesdames et messieurs, nous sommes donc dimanche 1er janvier 2023. Je présente tout de suite mes invités. Adrien Tchomakou, bonjour. Bonjour Théophile, bonjour chers téléspectateurs de ETélé et meilleurs vœux à tout un chacun et à tous. Très bien. Adrien Tchomakou, il est le directeur de publication du quotidien Fraternité. Merci d'être là et heureuse année à vous aussi. Merci. Très bien. Avec vous, Florent Roussinon. Bonsoir, bonjour Florent Roussinon. Théodule, bonjour. Merci d'être là. Je vous en prie. Meilleurs vœux à vous aussi. Vœux réciproques. Très bien, vous avez bien démarré ces premières heures de l'année 2023. Ah oui, bien démarré. Très On bien. rend grâce au Seigneur. Très bien. Florent Roussinon, il est le secrétaire de rédaction de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin. Nous en avons 4 aujourd'hui. Le troisième, Yves-Patrick Loco. Bonjour. Bonjour Théodule Roussat, je présente mes meilleurs vœux aux téléspectateurs de iTélé et à tout le peuple béninois. Merci à vous, heureuse année à vous également. Yves-Patrick Loco, journaliste à la radio nationale, l'ORTB, la radio nationale. Et puis nous avons un quatrième, Serge Enayon Goudjo. Bonjour Serge. Bonjour Théodule Moussa. Merci d'être là, meilleurs vœux à vous, heureuse année. Vœux réciproques. Très bien, très bien. Serge Enayon Goudjo, vous êtes journaliste au quotidien Express Matin. Merci d'être là avec nous. Alors, nous passons, c'est presque la dernière et la dernière émission de l'année 2022, nous allons le dire, et la première de l'année 2023, bien évidemment, votre émission qui revient sur l'actualité réservée exclusivement pour les hommes des médias. Et pour ce numéro, nous allons faire le bilan de l'année 2022. Chacun proposera, bien sûr, le sujet qui l'aurait intéressé tout au long, l'actualité qui l'aurait intéressé tout au long de cette année 2022. Dieu sait qu'il y en a suffisamment. Nous allons commencer par Patrick Loco ou Florent. Je vais me jeter à l'eau, Okay. Théodule. Oui. Et pour dire que moi j'ai préféré parler d'abord de l'exposition diptyque. Okay. Quand on dit diptyque, c'est que c'est deux expositions à la fois. Il y a eu les trésors royaux qui ont été restitués par la France. Ouais. Ces trésors qui ont été comme des butins de guerre, emportés par le général Alfred Amélie Dodds en France, mais qui sont revenus en novembre 2021 déjà, et qui ont été exposés au public béninois, au peuple béninois, de février 2022 à mai 2022 pour une première fois. Et à côté de cette exposition des trésors royaux, nous avons une centaine, j'allais dire, d'œuvres contemporaines qui ont été également exposées, qui sont des œuvres d'artistes plasticiens ou photographes béninois résidant au Bénin ou issus de sa diaspora. Cette exposition, selon moi, a permis de faire beaucoup la lumière sur le Bénin. Vous n'êtes pas sans savoir que le tourisme est un levier de développement très important du programme d'action du gouvernement 2021-2026. Et donc, le tourisme a été au cœur de cette action d'exposition d'œuvres de trésors royaux et d'œuvres contemporaines. Et je crois que cela a drainé du monde. Si on doit parler de tourisme, il y a eu du tourisme intérieur, puisque ce n'est pas seulement ceux de Cotonou, les habitants de Cotonou qui ont visité ces trésors royaux-là. Les gens sont venus d'Abomey, de Parakou, de Natitingou, d'un peu partout au Bénin, et même des gens sont venus de l'étranger, puisque pour une deuxième fois, il y a eu cette exposition-là, une deuxième phase de l'exposition diptyque au Palais, où c'était réservé en priorité aux Béninois de l'extérieur qui devaient venir passer les vacances au Bénin. Oui, mais selon vous, quel a été l'intérêt de cette exposition pour le Bénin? Parce que là, c'est surtout de ça qu'il s'agit.
L'intérêt pour le Bénin, selon moi, se situe à plusieurs niveaux. D'abord, quand les œuvres sont arrivées en novembre 2021, elles ont été conservées au palais de la Marina, dans le palais de la présidence du Bénin, pour une acclimatation. Et l'exposition s'est déroulée d'une façon comme généralement on organise des expositions à l'international. Ça veut dire que le Bénin a aujourd'hui la capacité d'organiser une exposition, de grandes expositions, de grandes expositions ou une exposition qui respecte les normes internationales. Et c'est là tout l'intérêt, enfin le premier intérêt que moi je retiens de cette exposition-là. Deuxième intérêt, selon moi, on a beaucoup parlé du Bénin. Donc, en termes de visibilité, le Bénin a gagné en faisant cette exposition-là, cette exposition des 26 trésors royaux restitués par la France, et cette exposition de 106 œuvres, de 104 œuvres de 26 artistes contemporains béninois. Donc, de la lumière a été suffisamment faite sur le Bénin, je le disais tantôt, et je crois que c'est entre autres les intérêts de cette exposition diptyque qui a eu lieu au Palais. Et entre-temps, le président Emmanuel Macron, le président français, est venu au Bénin, a souhaité que les œuvres contemporaines viennent séjourner également en France, fassent lieu d'exposition. Et tout un programme aussi est conçu autour de ces œuvres-là qui vont voyager bientôt avant de rejoindre leur musée où elles seront exposées de façon permanente. Je veux parler des œuvres royales ou des trésors royaux, si vous voulez. Très bien. Merci. C'est également ça l'événement qui a marqué l'année 2022. Florent Rossignol, votre avis sur cette exposition dont Patrick a parlé tout à l'heure? Donc, le retour des trésors royaux a été un moment de fierté nationale. C'est un exemple de réussite de la diplomatie culturelle du Bénin. Et ce qui, moi, m'a beaucoup plu dans cette exposition, c'est que cela a été une exposition gratuite. Et les Béninois qui ont eu la chance, les Béninois ont eu la chance de visiter les œuvres, l'art de leurs ancêtres. L'art qui a été, disons, spolié, volé, et qui est revenu, et à qui on a... Non seulement on a réservé un accueil solennel à ces trésors royaux, nous avons montré, ou le gouvernement a montré à la face du monde et à l'humanité, que le Bénin est capable d'entretenir les œuvres de ses ancêtres, de donner de la fierté à ces œuvres et de montrer que nous sommes aussi des humains et que nous sommes capables de nous assumer. C'est ce qui m'a beaucoup plu dans cette fierté, dans cette façon de nous redonner fierté. Même si les autres ne veulent pas comprendre que nous aussi nous sommes des humains, nous avons une histoire, puisque ces trésors royaux véhiculent toute une histoire du peuple béninois. Et le gouvernement a donné la possibilité, notamment le président de la République, Patrice Talon, a donné la possibilité aux Béninois de redécouvrir leur histoire, de s'approprier cette histoire pour qu'il y ait une nouvelle visibilité, une nouvelle donne, une nouvelle compréhension de la chose culturelle. Donc moi je pense que c'était un moment très solennel pour lequel il faut féliciter le gouvernement, puisque c'est une opportunité que nous avons en fait, non seulement aux Béninois, mais à ceux de la sous-région, de comprendre que nous pouvons nous assumer désormais, surtout sur le plan culturel, puisque ce que le Bénin a fait école dans la sous-région. C'est ça. Merci. Très bien. Oui, Serge Enayo Godio, votre avis sur la question? Oui, le retour des trésors royaux, c'était plus qu'une fierté nationale. Nous avons vu toute la diplomatie, qu'il y a eu avant que ces trésors-là ne reviennent au pays. Je voudrais par là saluer cette capacité de notre gouvernement à pouvoir faire rallier sur leur terre natale ces trésors royaux-là. Après, il peut se poser quand même la problématique de comment conserver ces trésors-là. Mais là encore, le gouvernement
a déjà anticipé. Nous avons vu la construction des musées, la réfection des musées à Ouida, à Bomé et tout, pour pouvoir quand même conserver soigneusement ces trésors-là qui ont passé près de beaucoup d'années, je dirais, à l'étranger. Donc, c'est une fierté nationale. Nous devons nous mobiliser pour accompagner par exemple le gouvernement dans ces efforts-là, parce que au-delà de ce que ces trésors sont revenus au pays, il y a quand même l'aspect touristique qu'il ne faut pas oublier. Parce que, Yves Patrick Loko vient de le souligner, il y a le fait que nous, Béninois, on est allés voir ce qui est venu, voir ce que c'est, et également des gens qui sont venus de l'étranger pour venir visiter. Et je ne pense pas que c'est un fait qui devait passer inaperçu. Je crois qu'il faut beaucoup accompagner. Un fait qui ne devrait pas passer inaperçu. Voilà, inaperçu. Voilà. Parce que ça a intéressé beaucoup de personnes. On a vu le nombre qui est allé voir ces trésors-là au palais. Et également ceux qui sont venus de l'extérieur pour quand même visiter et apprendre quand même davantage de l'histoire de ces trésors royaux-là. Très bien. Merci. Oui, Adrien Tchomakou, cette exposition, d'abord, l'arrivée, la réception de ces œuvres royaux jusqu'à l'exposition a créé une harmonie nationale au sein de la classe politique, puisque nous avons vu l'engouement qu'il y a eu autour de cet événement qui a marqué l'année 2022 au Bénin. Tout à fait. Vous devez constater en ce moment, si les images peuvent encore passer, que ce soit ceux de la mouvance et de l'opposition se sont déplacés ce jour-là, tant bien à l'aéroport Bénédine et à l'aéroport Cardinal Ganti, et tant bien de l'autre côté qu'au palais de la présidence, ils étaient nombreux, les acteurs politiques à venir accueillir les trésors royaux. Et c'était beau, c'était de la joie, c'était la fête. Ceux-là qui étaient venus, j'étais là-bas, j'ai tout suivi de bout en bout. Vous avez eu la chair de poule comme certains Béninois, comme tout le monde. Je m'en réjouissais, je ne sais comment. J'étais même ce jour-là, j'étais aux anges. Quand bien même que vous n'étiez pas né, en ce moment, au moment où ces deux partaient. Tout à fait. Vous savez, ce que des gens utilisent des millions pour pouvoir aller découvrir au Quai d'Orsay, ce que les gens prennent de l'avion, ils quittent le Bénin ici, ils quittent d'autres pays pour aller en France, pour pouvoir aller voir, pour payer, on paie plusieurs zéros. Nous avons désormais la chance de toucher du doigt, de visualiser, de regarder physiquement. Mais quoi de plus beau? Et tout ça, c'est à mettre à l'actif du chef de l'État, du président Patrice Talon, qui, avec sa diplomatie offensive, sa diplomatie qui rayonne à travers le monde entier depuis qu'il est là, vraiment, moi personnellement, je ne sais comment m'en réjouir. Vous savez, l'exposition d'éthique a montré que le Bénin est capable de beaucoup de choses. Qui l'eût cru? On nous parlait de la climatisation, qu'il faut que les trésors passent encore assez de temps. Le monde entier était à l'écoute. Les gens voulaient voir si le Bénin serait capable de faire cette exposition. Mais ça a été une réalité. C'était de la fête. C'était une joie. Et jusqu'à présent, le Bénin continue toujours d'étonner le monde. Et vous devez comprendre que le Bénin fait école, tel que mon confrère l'a dit tout à l'heure. À plus forte raison, d'autres États de la sous-région ont commencé par avoir le courage, tel que le Bénin l'avait, puisqu'il faut avoir le courage pour pouvoir demander ce qui revient de droit. Ce qui te revient de droit. Le Bénin a eu le courage de réclamer ces trésors royaux. Et le Bénin a suivi toutes les étapes. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été gagné d'avance. Et Patrice Talon était convaincu de ce qu'il rentrera en possession de ses œuvres un beau jour. Et ça a été fait. C'est à mettre à l'actif du chef de l'État, du gouvernement, de tous les corps diplomatiques. Parce que, vous savez, il faut être un homme très très présent. Quand je dis présent, ça veut dire beaucoup de choses. Très bien. C'est-à-dire, je ne veux pas dire qu'il faut être futé, il faut être intelligent, il faut être bien complet, mais il faut être vraiment présent pour pouvoir réussir cet exploit. Cet exploit, et je pense que mon grand frère Yves Patrick Loko a bien fait de dire que l'exposition d'éthique des œuvres et des trésors royaux ont marqué, ces expositions ont marqué
L'année l'année 2022. 2022. Moi, je pense que le Bénin doit toujours continuer à étonner le monde. Et vous avez vu, suite à l'acte posé par le gouvernement béninois, le géant de l'Afrique de l'Ouest, le géant de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, ben, ils ont eu le courage de faire la demande. Très bien. En ce qui les concerne. Et d'autres pays ont commencé comme ça. C'est pour dire que c'est en Afrique, quand vous prenez l'Afrique. Actuellement, il y a la Côte d'Ivoire, vous prenez le Cameroun l'Afrique qui de l'Ouest, déjà. que ce soit le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Mais eux tous, ils emboîtent le pas au Bénin. Donc c'est le Bénin qui est en train de leur tracer la bonne voie. Et nous remercions la réalisation qui nous montre déjà fait un feedback Donc, des images de l'arrivée de ces vous objets voyez royaux, l'engouement que ça a ce qui s'est suscité. passé le jour-là, mais c'était vraiment beau. Très bien. Et puis, Merci, Adrien. Même si des gens estimaient que le chef de l'État a débloqué des milliards pour pouvoir Ça vaut l'avoir, la une peine. chose est que nous l'avons, ça vaut la peine. On peut même dépenser des milliers de milliards pour pouvoir l'avoir. Merci, merci Adrien. Nous allons, il y a une partie de pour moi, si vous permettez, monsieur Théodule, très rapidement, en 10 secondes. féliciter une fois encore le gouvernement, le ministre de la Culture. Très bien. Le ministre Merci. de la Culture, le ministre des Affaires étrangères. Ah oui. Et tout le gouvernement, vous l'avez dit. Tout le gouvernement en tantôt. général. Et Mais en l'occurrence, le chef de l'État, les deux ministres phares, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères à Benossi Merci. et le ministre Merci, Adrien. de la Adrien. Culture à Patrick a quelque chose à Ces ajouter? deux ministres qui ont beaucoup fait pour notre nation. C'était bien, c'est-à-dire. Merci beaucoup, Adrien Chomakou. Patrick Loko a quelque chose à ajouter avant qu'on ne passe à autre chose. Mon frère Adrien Chomakou, très admiratif. Il faut être vraiment admiratif. Donc j'apprécie bien Son qu'il état d'âme. qu'il ait ce sentiment-là. Et moi, j'ai eu peut-être pareil sentiment tout à l'heure quand la réalisation nous a fait revivre l'arrivée du cargo qui transportait les caisses, les 26 caisses ce jour-là. Moi, j'étais sur le tarmac de la base aérienne de l'aéroport Cardinal Gantin pour faire vivre en direct aux auditeurs l'arrivée de ces trésors royaux-là. C'est pratiquement les mêmes sentiments que j'avais. La preuve, entre une pause rapidement, j'ai fait la photo du cargo, j'ai mis historique, ils sont là. Je veux parler des trésors royaux. C'est sûr. Et ensuite, j'ai vécu, Sur la toile, c'est ça? voilà, sur la toile, sur Facebook. Ensuite, j'ai vécu le vernissage de cette exposition-là. Le vernissage, c'est-à-dire l'ouverture de l'exposition le 19 février. Là, ça m'a encore permis de me rapprocher plus de ces trésors-là. Il faut avoir un sentiment de fierté quand on a vécu ces choses-là. Maintenant, l'autre question, c'est comment on va faire pour que ces œuvres-là soient sauvegardées, soient bien gardées et soient bien conservées. On a parlé d'acclimatation et moi, je me suis dit, en profane, qu'on n'avait pas besoin d'acclimatation. Les œuvres en sont parties d'ici. On n'avait pas un système d'acclimatation ici. C'est des œuvres construites avec. N'oubliez pas que c'est resté plus de 100 ans. C'est revenu dans un environnement. Voilà, enfin, c'était juste peut-être peut-être une parenthèse pour dire que le peuple attendait ça de novembre 2021 à février 2022. 3 bons mois sont quand même passés et le peuple était impatient de voir ces trésors royaux restitués. Et c'est dommage que ici, bon, pas dommage, mais diplomatie, on parle d'œuvres restituées par la France, des œuvres parties avec le général Dodd, mais sur même des radios internationales, on entend des œuvres volées. C'est des œuvres qui ont été volées. Il ne faut pas piller ou voler. Il ne faut pas avoir peur de le dire. En 30 secondes, Serge, s'il vous plaît, rapidement, oui. Je crois que par rapport à la conservation, l'acclimatation des trésors royaux et tout, c'est des œuvres qui ont passé, disons, 100 ans dans un environnement donné. Donc je crois que pour la bienséance, on ne devrait pas occulter le fait que
le fait de les rapatrier ici, il faut quand même les L'aspect laisser dans acclimatation, voilà, il faut les laisser quand même dans avec cet la environnement, même pendant un bon moment, pour que du coup, la chaleur que nous avons, Africaine, ne qu'elles puisse ont pas, connue, ne puisse pas altérer quand même ces œuvres-là en l'état. Donc, je crois que les mesures ont été prises par le gouvernement pour quand même que ces œuvres-là puissent demeurer dans l'environnement de là-bas, pour que déjà, on puisse les laisser aussi dans notre climat pendant un bon moment avant que ça ne retourne dans les musées. Ajouter, Florent, avant Adrien, une minute, Florent. Nous n'avons pas à nous en faire concernant l'acclimatation et la conservation de ces œuvres. Parce qu'au Bénin, aujourd'hui, nous avons des intellectuels, nous avons des universités qui ont travaillé dans ce secteur-là et qui peuvent qui peuvent apporter leur expertise pour que nous conservions très bien ces œuvres. C'est ce que je pense. Et le gouvernement aussi est en train de mettre en place la logistique physique pour que nous n'échouons pas sur ce plan-là. Très bien. Oui, Adrien. En une minute, s'il vous plaît. Oui, en une minute. Très bien. Merci de vous faire gagner du temps, Adrien. Je voudrais juste ce jour-là, il faut être journaliste, reporter pour tout vivre. Comme mon doyen vient de le dire, j'étais aussi à l'aéroport, on a fait de... Si vous voyez l'arsenal sécuritaire déployé, c'était au top niveau. La police, les militaires, comment on appelle? Les drones, les sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers, les drones. Okay. Il y avait drones de sécurité, un hélico spécial, mais c'était bon, c'était beau. Quoi de plus bon? Merci. Toi-même, tu sais que oui, tu es au Bénin et que le Bénin est dans le monde positivement. Merci beaucoup. Et puis, comme Adrien l'a dit, le rôle joué par toutes ces composantes-là, la garde républicaine, les sapeurs-pompiers, la police, et même ceux dont on ne parle pas souvent, les médiateurs culturels, ceux qu'on appelle généralement les guildes touristiques et autres. Il y a la Galerie nationale qui a reconnu leurs efforts en les primant il y a quelques mois, en leur remettant des attestations pour le rôle qu'ils ont joué dans l'organisation de ces expositions. Merci à vous, chers collègues. L'année 2022 a été également marquée par d'autres faits majeurs. Nous allons laisser Florent aborder. Oui, bien sûr, moi, c'est le fait qui m'a... Il y a également l'augmentation de la revalorisation salariale qui a été l'un des faits marquants de l'actualité au Bénin en 2022. Oui, cela est venu pratiquement en fin d'année et c'était venu pour franchement nous soulager. Soulager les travailleurs, les fonctionnaires de la République, mais aussi les travailleurs du secteur privé. Et nous avons, pendant près de, 6 ans, depuis le premier mandat du président Patrice Talon, nous avons toujours dit que le social sont des talons d'Achille, mais cette fois-ci, il nous a étonnés positivement. Positivement parce que, en voulant annoncer ces mesures sociales, il a d'abord rencontré les partenaires sociaux. Ouais, il aurait pu les laisser et balancer un communiqué, mais non. Il a organisé au Palais de la République une rencontre avec les partenaires sociaux et les ministres sectoriels pour d'abord présenter l'état de la caisse et maintenant dire qu'est-ce qu'on peut faire pour les travailleurs. C'est la preuve que le président de la République aussi, il est sensible à ce qui se dit dans la République. Je me rappelle que les évêques du Bénin, au cours de leur session plénière ordinaire en mai 2022, avaient donné un message très fort. Dans l'un des points relatifs au social, ils ont dit « J'ai vu la misère de mon peuple ». Et en disant « J'ai vu la misère de mon peuple », ils ont demandé à ce que... D'abord, ils ont présenté leur compassion paternelle à tout le peuple par rapport à tout ce qu'ils vivent, les conditions misérables et autres. Et les évêques ont souhaité... Les évêques, ils vivent les mêmes conditions. Les évêques ont souhaité... Les Béninois, c'est ça? Les évêques ont souhaité... Ils sont béninois autant que nous. Les évêques ont souhaité que le gouvernement continue par prendre des mesures complémentaires pour permettre à la population d'avoir un ouf de soulagement. Et lorsque le président de la République, en fin d'année, a annoncé ces mesures sociales-là, nous, à la Croix du Bénin, nous avons applaudi. Nous avons dit, c'est la preuve que nous devons continuer d'entretenir l'espérance en nos gouvernants, afin que de plus en plus, nous ayons des soulagements et que la ceinture soit effectivement desserrée. Très bien.
Oui, Serge Godot, même avis? Oui, que vous soyez de la mouvance de l'opposition centriste, je crois qu'il faut saluer cette décision. On peut dire enfin le bout du tunnel, parce que vous avez ce qu'il y a eu, toutes les négociations qu'il y avait, les centrales et les confédérations syndicales, avant qu'on aboutisse à l'augmentation des salaires. Je crois qu'il faut quand même saluer cette décision du gouvernement qui a été actée récemment par le chef de l'État. C'est vrai, on a augmenté les salaires. On dit qu'il y a la vie chère et tout. Je crois que ça peut aider quand même à faire quelque chose, mais si ce n'est pas totalement ce que les gens attendaient. Si la décision n'était pas du tout venue, on peut accuser le gouvernement. Mais quand même, finalement, avec la pression des syndicalistes et tout, je crois que le gouvernement aussi, c'est des humains et qui vivent les mêmes situations que nous. Ils ont vu quand même qu'il est nécessaire quand même en cette fin d'année, avant 2023, de quand même procéder à l'augmentation des salaires. Les travailleurs aujourd'hui s'en réjouissent, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance. Tout le monde s'en réjouit parce que quand même, il y a quelque chose qui est tombé sur les salaires et qui quand même peut jouer un rôle dans les ménages, dans les différentes dépenses effectuées dans les ménages par les travailleurs aujourd'hui. Donc c'est une décision à saluer, quel que soit notre bloc politique. Oui, Adrien. Oui. Avez-vous, Adrien, une question à votre niveau déjà senti, puisque cette augmentation, vous avez senti, comme on le dit chez nous, le vent souffler autour de vous? Le bon vent soufflait autour de moi, oui, mais pas sur moi. Vous savez, moi, je suis du secteur privé. Oui. Je suis du secteur privé et contrairement à ce que mon grand frère de la Croix du Bénin a avancé tout à l'heure pour dire que ça avantage tout le monde, je dis non. Une augmentation, c'est exponentielle, une augmentation sauvage des salaires en République du Bénin pour les agents permanents de l'État. Ça ne concerne pas nous qui sommes du secteur privé. C'est vrai que le vendredi 30 ou bien le jeudi 29 décembre 2022, le chef de l'État a apposé sa signature sur le décret portant augmentation du SMIC. Et le SMIC qui passe désormais à 52 000 francs qui doit s'imposer à tout le secteur public ou du secteur privé. Mais cette augmentation qui a commencé en décembre, où des gens ont obtenu une augmentation de 50 000 francs, 40 000 francs, 30 000 francs sur leur salaire, ça n'impacte guère nous qui sommes du secteur privé. Je voudrais souligner ça. Mais je reconnais. Non, ça dépend. Ça dépend. Hein? L'effort, il n'y a pas. Rien ne dépend de. C'est-à-dire, est-ce que moi, mon salaire a augmenté? La question, c'est non. Mon salaire n'a pas augmenté. Je suis dans le secteur privé. Je suis le directeur de publication de Fraternité 7. Mon patron. Vous profitez pour faire un plaidoyer, c'est ça? Nous avons déjà eu une séance de travail. Il nous a promis qu'à partir de 2023, c'est-à-dire à partir de ce jour, dimanche 1er janvier 2023, oui, on aura une augmentation de salaire. C'est cela. Combien? Ce n'est pas encore défini. Okay. Une chose est claire. Patrice Talon a bien fait d'augmenter le salaire des agents permanents de l'État ou agents contractuels de l'État, c'est-à-dire ceux qui sont fonctionnaires de l'État. C'est louable, c'est salutaire. Et ce que moi, j'ai toujours l'habitude de déplorer, depuis que cette affaire a commencé, je vois que l'augmentation est trop élevée. Les gens peuvent m'en vouloir. Mais pourquoi vous le dites? C'est-à-dire, regardez, quand vous prenez les salaires aujourd'hui, les salaires obtenus en décembre, ben, écoutez, c'est à croire que quelqu'un qu'on a recruté avec le CEP, on lui donne maintenant un salaire de quelqu'un qu'on a recruté avec le BPC ou de quelqu'un qu'on a recruté avec le BAC. On vous dit que quelqu'un qui a moins de 100 000 francs, tu peux avoir 99 francs que tu gagnes par mois. Mais toi, d'office, tu as une augmentation de 40 000 francs. Mais le chef de l'État... C'est le ministre de l'économie et des finances qui est venu le dire sur la chaîne publique, l'ORTB. Oui. Donc, j'ai copié, j'ai enregistré. Très bien. Mais en décidant... Ils ont donné les salaires comme ça. Donc, c'est beaucoup, 40 000 francs sur le salaire. Mais 40 000 francs avant, c'est vrai, on va me dire que tout est cher maintenant, c'est 40 000 francs.
c'est comme le salaire d'un autre agent. Oui. Et on Mais, peut mais dire c'est- qu'on c'est- te c'est- donne ça a été gratuitement. la promesse Et nous du qui chef sommes de du l'État, secteur- Adrien, nous s'il qui vous sommes plaît. du secteur Oui. privé, Oui. qui payons l'impôt comme ceux du secteur privé, public du moins. Vous savez, à part l'impôt de la télévision, c'est-à-dire impôt télé, que les agents du secteur public payent, nous tous, nous payons les mêmes impôts. Parce qu'ils ont le droit de regarder la télé. Donc, ils doivent payer l'impôt. Et ça s'applique. Ce n'est pas moi qui le dis. Une chose est claire. Les taxes combien? Les taxes TV, TV, radio. TV, Les taxes radio. TV. Vous Radio. voyez, c'est la Les preuve taxes- que je ne suis pas agent de l'État. Sinon, si ma fille de pêche serait comme ça, j'aurais le temps de me dire taxes TV. Donc, moi, je pense que Patrice Talon a bien fait et on doit l'applaudir. Oui. Mais il doit réfléchir autrement. Mais dans Sur le même l'histoire temps, du vous secteur. estimez que c'est énorme, mais C'est c'est une énorme, promesse. c'est- Puisqu'il a promis que son mandat, second mandat sera sous le signe du hautement social. Et ce n'est que la Nous ne preuve. sommes plus avec Qu'est-ce qu'il a promis? Écoutez, Oui. doyen, avec cette augmentation sauvage et exponentielle qui fait presque le double du salaire des uns et des autres, moi je ne parle plus de hautement social, nous sommes maintenant dans le super hautement social. Très bien, merci. C'est-à-dire, c'est trop. Merci, Si Adrien. on continue comme Ça, ça, c'est- la ça, base c'est salariale vous va qui devenir pensez- quoi? c'est- La base salariale, on nous dit, si vous suivez correctement le discours du chef de l'État, la nation, et les communiqués qui ont suivi surtout, ça a une incidence. Mais avant que ça ne soit acté par le gouvernement, Adrien, s'il vous plaît. C'est quoi? C'est que, Oui. contrairement à ce que mon grand frère vient de dire aussi tout à l'heure, quand Patrice Talon est venu, il y avait déjà une augmentation. Il y avait une augmentation, un relèvement de 1,5% du taux indiciaire. Mais les syndicalistes s'attendaient seulement à ce que le chef de l'État leur fasse une augmentation de 2 ou de 3% de l'indice. Mais à part ça, on dit maintenant que vous avez une augmentation de 40 000, 50 000. Très bien, Vous voyez Adrien. que c'est trop. Il faut qu'on aille mollo. Sinon, Mollo, mais- on risque d'avoir des problèmes. Je ne le souhaite pas pour pouvoir payer les gens. Mais Parce que non. c'est trop. Mais non. On a Ce dit sont, doucement. ce sont Il y a les trop de gouvernements, problèmes dans le problème- dans les le gouvernants pays. même Le qui ont gouvernement fait acté. déjà beaucoup. Nous Et je allons, merci pense- Adrien. je Adrien, pense- s'il vous plaît, vous nous allons permettez, écouter. Lui, il est du secteur public. Nous, et j'ai raison pour Et laquelle nous devons il l'écouter. va parler. Nous, Mais je pense Oui. quelque chose qui est très, que vous devez m'écouter sur ça. Vous savez, En 30 le secondes, s'il gouvernement vous plaît. fait déjà beaucoup. Nous voyons les grandes infrastructures qui sont en construction dans le pays. Et ça, là, nous tous, nous allons en jouir. Mais quand on parle de la prospérité partagée, il ne faut pas qu'on engloutisse tout ce qu'on a là, à part les œuvres que tout le monde doit en jouir là, dans les mains des agents permanents de l'État. De toutes les façons, Il Yves faut, Patrick par Loko exemple, ne je vous sera donne pas un d'accord exemple. avec vous. S'il vous Première plaît, des Adrien, choses, nous allons évoluer. agents Nous allons permanents, évoluer, s'il vous nous, plaît, du Adrien. privé, Oui. faisons le chef de l'État. Il n'a qu'à améliorer nos contrats. Nous avons des contrats. Pourquoi ne pas améliorer autrement ces contrats? Si, par exemple, on dit, bon, tu as un contrat de 200 000. C'est un exemple que je donne, hein, ou de 2 millions, de 3 millions. Un contrat de 10 millions. Quand tu as un contrat de 10 millions, on dit maintenant, si tu as un contrat de 10 millions, on peut te faire un bonus de 5 millions. Mais pourquoi ne pas faire ça? Patrice Talon est capable. Et je sais qu'il le fera. Pour nous qui sommes du secteur privé. Très bien, merci. Yves Patrick Loko, nous vous écoutons mais de toutes les façons. Et il risque de ne pas être d'accord avec vous quand vous estimez que c'est C'est la beaucoup. pluralité des expressions qui D'accord. Nous qui allons marque la donc démocratie. Non, il ne peut ne pas être d'accord avec moi. Comme il peut approuver ce que je dis. Yves Patrick Loko, vous avez la parole. Que pensez-vous de cette revalorisation des salaires au Bénin? Puisque Adrien a pratiquement tout dit, est-ce qu'on peut encore se prononcer? Non, c'était juste une boutade pour dire qu'il faut féliciter, remercier peut-être le gouvernement pour avoir revalorisé, comme on le dit, le salaire de ses agents permanents. Surtout d'avoir pensé également aux aspirants au métier d'enseignant, les AME, dont le salaire était payé 9 mois sur 12 et qui passe désormais à 12 mois, sinon à 11 mois, puisque les 2 derniers mois sont des demi-salaires. Donc il faut féliciter et saluer ce fait-là et dire
qu'il y a eu un point d'achoppement hein, au cours de la rencontre entre les fêtières, les organisations syndicales, les organisations patronales et le gouvernement. C'est-à-dire que la hiérarchisation des salaires au niveau du privé n'est pas encore actée. Ce qui fait, c'est vrai qu'au niveau du privé, on est obligé de respecter le SMIC qui passe désormais à 52 000 francs CFA. Et ça veut dire que si vous avez une nounou à la maison ou si vous avez un chauffeur, vous êtes déjà désormais obligé de le payer 52 000 francs au moins. Donc, il va falloir qu'au-delà du SMIC qui sera appliqué partout, que la hiérarchisation des salaires vienne aussi dans le secteur privé. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, hein, la grande masse des travailleurs, c'est encore dans le secteur privé, puisque les agents permanents de l'État ou assimilés n'atteignent pas, sur les 12 millions d'habitants que nous sommes, n'atteignent pas 100 000 travailleurs. C'est à peine 72 000. Si je m'en tiens aux chiffres communiqués récemment sur un plateau l'année dernière, j'allais dire par les cadres du ministère du Travail. Donc ça veut dire que la grande masse des travailleurs se retrouve au niveau du secteur privé. Donc il va falloir, c'est vrai que quand dans son compte en banque désormais, le travailleur du public, encore que bon, je préfère continuer dans la défense de mon idée. Quand le travailleur du public constate qu'il y a augmentation sur son salaire, c'est vrai que quand il ira au marché, il va acheter beaucoup de choses, ce qui va alimenter l'économie, puisque la bonne dame, la revendeuse du marché aura la clientèle et elle va également impacter ses enfants et tout le monde sera pratiquement impacté. Mais je tiens toujours à dire qu'il va falloir vraiment penser au secteur privé. Au secteur privé pour cette revalorisation-là, pour cette hiérarchisation et pour créer également des conditions aux patrons, puisque si on allège peut-être, on donne quelques facilités aux patrons du privé, ils pourraient faire réagir cela sur les travailleurs. Ils l'ont exposé au cours de la rencontre. Ils l'ont exposé au cours du gouvernement. Voilà. Oui, et il faut retenir que ce n'est pas tous les agents de l'État qui ont vu en fait leur salaire augmenter pour le Très moment. bien. Oui, en faisant cette revalorisation, cette augmentation à cette hauteur-là, le chef de l'État, le gouvernement, donc, a visé les gagnes petits qui souffrent, en tout cas qui reçoivent la charge énorme. Parce que quand vous observez, vous faites une lecture de la programmation, on constate que ce sont les gagnes petits qui sont les gros gagnants de cette revalorisation, Serge Enayon. Oui, c'est tout à fait normal. Vous savez, quand vous gagnez déjà un salaire un peu élevé, je crois qu'il ne faut plus attendre beaucoup de cette mesure-là, parce qu'on a visé 12% d'augmentation. Oui. Donc, oui, environ 12% qui gagnent gros. Je crois que c'est tout à fait normal. Donc, en visant cette couche-là de travailleurs qui gagnent déjà pas assez grande chose, pas grande chose, je crois qu'on est toujours dans la dynamique de sauver quand même les bulles, parce que ceux-là, peut-être, ils crient déjà que, bon, nous avons un salaire pas trop élevé, déjà que ceux qui sont des cadres A1, cadres A2 et tout, ont des salaires plus ou moins mirobolants. Je crois qu'il faut cibler ces gens-là, leur augmenter un peu les salaires pour qu'ils puissent souffler que ces cadres-là qui ont déjà un salaire un peu plus élevé. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime. Je crois que, bon,
on a décrié un peu le fait que les augmentations sont énormes. Je crois que c'est Adrien qui l'a. Voilà. Je crois que c'est une commission peut-être. Oui, je n'en dis qu'on vient pas. Je crois que le gouvernement en amont. C'est exagéré même. Je crois que le gouvernement en amont a travaillé. N'a pas travaillé seul. Il a travaillé avec des partenaires sociaux et puis des partenaires financiers et tout, qui ont quand même étudié la possibilité des incidences de ce qui va arriver sur ce qui sera débloqué pour pouvoir payer les salaires et tout. Sur la question. Voilà, sur la question. Donc, ce n'est pas une mesure qui a été prise comme ça. Je crois que tout a été analysé en amont avant qu'on en arrive à cette décision-là. Donc, je crois qu'il n'y aura pas trop d'incidences comme Adrien l'a mentionné. 60 milliards par an. Si la politique interne permet de quand même faire fructifier les recettes de l'État, je crois qu'on peut quand même s'en sortir. Doit-on s'inquiéter, Florent Roussillon, par rapport à cette augmentation 60 milliards, avant que, là, je rejoins Serge Gojo, le gouvernement, en actant cette augmentation, s'est dit qu'il y a eu des analyses, il y a eu des comparaisons, des projections même, et que 60 milliards sur le budget salarial du pays ne générait pas, au contraire. Il ne nous reste plus qu'à travailler. Doit-on s'inquiéter de cela? Non, pas du tout. On ne doit pas s'inquiéter. Cette augmentation a été faite selon la proportion de la prospérité aujourd'hui, de la croissance économique du pays. Donc je pense que on dit, bon, oui, et Tchomakou disait que c'est des augmentations sauvages. Mais qu'est-ce qu'il va dire des salaires politiques? Qu'est-ce qu'il va dire du train de vie de l'État? Nous avons des parents qui sont instituteurs. Des parents qui sont instituteurs et qui font le gros boulot en matière d'éducation au Bénin. Et ces parents-là finissent toute leur carrière et n'ont même pas d'assistance sociale. Ne peuvent même pas cotiser à la CNSS à cause des salaires misérables qu'ils ont reçus. Alors qu'à côté, en Côte d'Ivoire, vous allez en Côte d'Ivoire, les salaires sont bien payés, très bien même payés. Et vous vous souvenez, selon l'histoire, moi j'avais une honte lorsqu'on parle des salaires des instituteurs. C'est seulement une catégorie que je prends. Puisque vous vous souvenez que, moi, on m'a appris à l'école, que ce sont nos ancêtres qui sont partis instruire ceux de la sous-région. Et aujourd'hui, le Bénin, qui est le quartier latin, et qui reste toujours le quartier latin de l'Afrique, a des instituteurs qui sont à des salaires misérables. Et le gouvernement, le président trouve qu'aujourd'hui, au vu de la croissance économique, de la prospérité qu'il y a dans le pays, il faut maintenant qu'on desserre les ceintures. Je pense que non, on n'a pas à s'inquiéter. Parce que, vous savez, la gouvernance de Patrice Talon, c'est une gouvernance selon la méthode. Selon la méthode, ce n'est pas quelqu'un qui fait des annonces d'éclat. Non. Il programme, il y a toute une programmation qui est faite. Et je ne pense pas que cette programmation qui est faite nous asphyxie à l'avenir. C'est ça. Merci. Très bien. Oui, oui, allez-y, en une minute. Parce que vous n'avez pas lâché la parole, Adrien. Je voudrais préciser nous que sommes régis par le temps. Le train de vie au Bénin n'est pas le même que dans les autres pays, en l'occurrence en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, si vous permettez, le loyer au Bénin ici qui est à 25 000 francs, c'est à 75 000 francs en Côte d'Ivoire. Donc la réalité n'est pas la même. Bon, je ferme cette parenthèse. Ce que moi je voudrais dire, c'est quoi? Nous n'avons pas de ressources minières. Nous n'avons qu'à collecter les tasses, l'impôt. Et nous savons que l'impôt est quérable. Personne, aucun Béninois n'aime payer l'impôt. Nous devons payer l'impôt. Qui devait être portable. Vous dites? L'impôt qui devait être portable. Oui, et vous avez vu. L'impôt est désormais portable parce qu'on va faire ces déclarations au niveau du service des impôts. Combien font la déclaration? Il faut que ça entre dans nos habitudes. Nous avons suivi au Bénin, il y a un mois, où le service des impôts, le directeur général a donné un point de presse pour dire qu'il y a un seul candidat qui doit au moins 800 millions de francs CFA pour impôts. Vous voyez ça? Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le service des impôts maintenant qui doit beaucoup travailler. C'est déjà bien que le gouvernement recrute des douaniers, recrute des policiers. C'est-à-dire pour mieux traquer les gens, pour mieux contraindre les gens à payer les impôts. Il faut aussi que le gouvernement recrute les agents
qui vont travailler, c'est-à-dire qu'il faut qu'on renforce en ressources humaines l'effectif du service des impôts pour que ces agents-là aillent vers le peuple béninois pour pouvoir contraindre les gens à payer les impôts. Parce que personne n'aime payer les impôts. Or, la seule ressource, la seule recette que nous avons dans notre pays, c'est l'impôt. Nous n'avons pas l'or, nous n'avons pas le diamant. On n'a rien sous la terre. Et nous voulons être à l'aise. Nous voulons avoir un bon salaire. Donc, nous devons payer les impôts. C'est ce que j'ai ajouté. Et surtout, ne pas s'inquiéter par rapport à cette augmentation. Parce que le chef de l'État, le gouvernement qui l'a fait, a bien réfléchi, bien analysé. Cette augmentation. Oui. Parce que moi, par exemple, c'est vrai, nous sommes en période électorale, mais j'ai suivi déjà 4 meetings. 2 de la mouvance et 2 de l'opposition. Oui. Après, en tant que journaliste, je me suis rapproché des gens pour savoir si ces candidats qui ont pris part ici et qui sont partis, si on les a donné quelque chose. Les gens disent rien. Mais non, mais attention, ça, la loi n'autorise pas ça. Non, attention. On donne toujours. C'est-à-dire, on ne doit pas dépasser un seuil. C'est ce que disent les tests. Vous regroupez les gens. Vous voulez que les gens portent le choix sur votre candidature et vous n'allez pas les intéresser. Ils ne vont pas voter pour vous. Et selon vous, qu'est-ce qui justifie ça? Le fait qu'il ait... Je me suis posé la question, j'ai dit, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Patrice Talon a même très bien fait d'augmenter les salaires. Si des gens doivent attendre les miettes là pour fêter, ça veut dire que... Merci. Ça veut dire que les gens n'ont pas bien fêté aujourd'hui, dimanche 1er. Donc, moi, ça fait 4 meetings où les gens n'ont rien donné. Et les gens disent, mais ne donnez à ma beauté, Dieu de la mouvance, Dieu de l'opposition. Merci. Justement, puisque vous y êtes, nous allons en parler. Il s'agit donc des élections législatives de 2023, de janvier, de quelques jours là. Oui, depuis dimanche prochain, pratiquement, depuis une quinzaine de jours, ça bouillonne sur le terrain. Et voilà, aujourd'hui, tout le monde est impliqué. On est content, on sent sur le terrain que chacun se bat pour lever des sièges à la prochaine assemblée. Je m'adresse à Florent Roussinon d'abord. Oui, il faut d'abord remercier toutes les institutions qui travaillent dans le processus électoral. Parce que nous avons connu de grands moments de crise qui ont été réglés au premier niveau. Et la première grande crise que moi j'ai vue, c'était celle de faire consensus autour de la liste électorale. Et concernant cela, disons les acteurs politiques et ceux de la société civile, on peut faire consensus. Non seulement ils ont pu faire consensus, ils se sont entendus sur un certain nombre de choses pour qu'après on ne nous dise pas que les élections étaient des élections truquées. C'est une note que moi j'ai prise par rapport à cela. Et il faut aussi dire que la Sénat organise ces élections en suivant les dispositions législatives. Non seulement elle suit les dispositions législatives, mais lorsqu'il faut interpréter autrement ces dispositions, il ramène les acteurs à la conscience des tests. Et c'est salutaire. Sur le terrain, ça a commencé depuis le 23, lancé la campagne électorale, et les hommes politiques sont sur le terrain, même s'ils étaient sur le terrain depuis, même avant le 23, ils sont sur le terrain. Prions pour que tout se passe de façon pacifique. Oui. Et en cela, vous ne croyez pas à cette pacificité de ces élections-là? Moi, j'y crois. Moi, je suis un homme profondément religieux. J'y crois fermement. Et c'est parce que j'y crois que, vous voyez, hier, disons le 29, l'aumônerie nationale des cadres de personnalité politique a organisé une séance de prière sur la tombe de Monseigneur Isidore de Souza. Et après cette séance de prière, nous sommes passés à la messe. Et il y avait d'autres confesseurs religieux qui étaient présents et qui ont donné des messages forts par rapport à la paix. Donc moi j'y crois, puisque nous sommes un pays de paix,
Nous travaillons toujours à la paix et nous savons nous sortir des moments difficiles. Pourquoi une séance de prière sur la tombe de Monsieur de Souza? Ah oui, puisque Monseigneur de Souza n'est pas un prélat et négligeable en matière disons, de consensus, en matière de négociation, en matière de diplomatie électorale. Nous l'avons vu d'abord. Pourquoi n'a-t-on pas choisi de faire cette séance de prière sur la tombe d'Agouaroulon, par exemple? Non, non. De Sagadega, par exemple? Mais écoutez, de Père Agba aussi, par exemple? Non, mais écoutez, l'initiative, c'est une initiative des cadres. D'autres monseigneurs. Je vous ai dit, oui, écoutez, monsieur Moussa, l'initiative est une initiative. Puisqu'il s'agit du Bénin, en fait. Bien sûr, bien sûr. Non, en fait, le cas que j'ai évoqué, c'est le cas des cadres catholiques. Mais il y a aussi un cadre de concertation des confessions religieuses. Et cette prière ne sera pas... C'est la première initiative initiée par ce cadre de concertation des confessions religieuses. Et dans ce cadre de concertation des confessions religieuses, il y a des représentants des cultes endogènes. Donc c'est une première initiative. Et cette première initiative, elle a été faite sur la tombe de Monseigneur de Souza parce que nous savons que Monseigneur de Souza nous a aidés à sortir de situations difficiles lors de la conférence nationale des forces vives en 90. En 90, exactement. Oui, très bien. Merci. Yves Patrick Loko, votre réaction, votre analyse par rapport à ces élections que le Bénin va connaître d'ici quelques jours? Oui, il faut dire que ces élections que le Bénin va connaître le 8 janvier, dans une semaine exactement, les prémices ont commencé depuis, après la fixation de la date que nous savons tous, le 8 janvier, le dimanche 8 janvier 2023. Cette date qui a suscité beaucoup de réactions beaucoup également. de Ça va faire aussi l'année 2022, bien évidemment. Les gens n'ont pas compris. Mais il faut vivre des expériences, il faut faire des expériences pour savoir qu'elles peuvent être vécues. C'est-à-dire passer une campagne électorale en pleine période des fêtes et on a constaté à l'effectivité que ce n'est rien d'extraordinaire. Les campagnes se sont déroulées normalement. Quand la date a été annoncée, on a noté toute une effervescence au niveau de la classe politique béninoise et c'est le lieu pour moi de dénoncer un peu cette attitude qu'ont eu les hommes politiques, les hommes et femmes également politiques béninois, d'avoir mis à mal un temps ça peu, selon moi, le système partisan qui a été réformé depuis novembre 2019. On a assisté à des démissions, à des adhésions qui ne respectaient aucune logique. On a assisté, il y a même des gens qui ont quitté leur parti politique et qui sont revenus après. Moi, je considère ça comme du chantage. Vous direz que c'est aussi ça la vitalité de la démocratie. Le système partisan tel qu'il est réformé ne devrait pas admettre ces choses-là. Vous entrez dans un parti. On a même constaté que des partis qui sont allés à la fusion sont sortis également. Donc, il y a eu de ces incongruités qu'on a un temps soit peu notées au niveau de la classe politique béninoise et qui doivent servir peut-être à renforcer plus les tests, à les réviser si possible, afin de ne plus permettre que le Bénin assiste à ces genres de situations-là, ces situations qu'on a vécues. Mais heureusement, tout est pratiquement entré dans l'ordre. On a eu cette inclusivité qu'on va vivre dimanche prochain aux élections, parce que sur les 7 partis politiques en liste pour les législatives, nous en comptons au moins 3 de l'opposition face à 4 de la mouvance présidentielle. Et on se rappelle comment, par exemple, l'un des partis a pu avoir sa place dans cette liste-là. On est même allé à la Cour constitutionnelle. Et là, je salue les 6 sages, parce que désormais, ils sont au nombre de 6. On ne parlera plus de 7 sages depuis la démission il y a quelques mois du président Joseph Fufame Djobouenou. Donc, les 6 sages de la Cour constitutionnelle, avec à leur tête Amunda Issifou Razaki, ont quand même fait prévaloir
même si ce n'est pas forcément du droit, ont fait prévaloir le consensus. Parce qu'ils se sont peut-être rappelés tout ce que le Bénin a traversé entre avril et mai 2019 dans le cadre des législatives qui avaient opposé deux partis qu'on dit siamois, deux partis proches du président de la République, Patrice Talon. Donc, la Cour constitutionnelle, pour prévenir toute cette situation-là, a quand même œuvré, a quand même essayé de rendre une décision qui puisse permettre à ce parti de l'opposition-là de s'aligner. C'est vrai que ce qui s'est passé pour que la liste de ce parti-là soit en sursis n'est pas à encourager. On a constaté que sur cette liste-là, il y en avait qui ne pouvaient pas payer les impôts, qui n'ont pas pu obtenir leur quitus fiscal. Donc, une brèche leur a été trouvée pour présenter une liste qui va aux élections le dimanche prochain. Dimanche prochain, oui. Avant d'en arriver... Non. Non, attendez. Il y a Serge qui ne s'est pas encore prononcé. Merci beaucoup, M. Lounsa. Oui. Alors, moi, ce que je retiens fondamentalement, c'est qu'on ne parlera plus d'exclusion. Okay. Parce qu'il y a presque tous les bords politiques qui sont pratiquement en lice aujourd'hui pour les élections législatives. Avant d'en arriver là, Yves Patrick Lecroix fait cas un peu de la saga qu'il y a eu avec un parti de l'opposition tout et tout. Voilà. Aujourd'hui, les gens sont en campagne. Ils sont en campagne depuis avant le 23. Et sous la dénomination peut-être de tournée de remobilisation, mais nous savons ce qui se passe lors de cette tournée-là. C'est le même discours qu'ils tiennent maintenant. Ils tiennent déjà ces discours depuis qu'ils ont commencé par organiser cette tournée de remobilisation. Dans les QG des différents partis, c'est vrai, dans la ville, on rencontre un peu les affiches partout, les partis qui ont les moyens, on sait comment ils se sont organisés sur le terrain, et également dans tout le pays, c'est vrai que la campagne bat son plein, mais on dirait pas que ça coïncide avec la période des fêtes. Parce que ça ne devrait pas ce que ça devrait être normalement. Parce que Adrien a fait cas de 4 meetings auxquels il a assisté. Et effectivement... De l'opposition, de la mouvance, il a précisé. Hein. Et on sait comment ça s'est passé. On ne devrait pas se réjouir du fait que, voilà, bon, les gens quand même... vont distribuer ci, vont distribuer ça. Les gens font avec les moyens qu'ils ont aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas dépasser aussi un seuil, sous peine d'être interpellé par les juridictions. La campagne se déroule normalement sur le terrain. Les gens vont à l'encontre de leur base, ils tiennent les discours qu'ils doivent suivre. C'est de bonne guerre. Les attaques par-ci, par-là, sur les réseaux sociaux surtout. On voit comment les choses se passent. On attend le 8 pour voir ce qu'ils ont semé comme graine, ce qui va pousser la moisson. Oui, Adrien Tchoumakou, oui. Nous sommes en pleine campagne d'ailleurs. Alors, est-ce que vous avez fait une analyse des différents discours qui sont tenus par les candidats, je ne dirais pas partis politiques, mais les candidats sur le terrain? Donc, on pense qu'il y en a qui confondent le rôle du législateur, le rôle qu'ils auront à jouer à l'Assemblée, et par rapport à ce qu'il s'est dit, il y a toute une confusion. C'est comme si les partis politiques n'ont pas fait le travail qu'il faut, ou ils ne savent pas de quoi il s'agit. Il y en a, en un mot, il y en a qui ne savent pas ce qu'ils veulent aller faire à l'Assemblée, qui confondent leur rôle au rôle de l'exécutif. Est-ce que vous avez le même sentiment, vous avez fait la même lecture? Non, je ne fais pas la même lecture. Il faut avouer que, au regard des discours que tiennent les uns les autres, c'est-à-dire les chefs de parti, les candidats en lice pour cette législative, je pense que jusqu'à présent, chacun d'eux, en ce qui le concerne, tient de très bons discours. C'est des discours de paix, et c'est ça qui est salutaire. Je pense qu'ils sont en train de suivre la volonté du peuple, que tout se passe dans la transparence totale, dans la paix, dans la pure quiétude. C'est de ça qu'il est question. Ce qu'il faut d'abord faire remarquer, c'est quoi? C'est le bon déroulement de tout le processus électoral jusqu'à présent. C'est très important. Vous avez vu la Sénat, le rôle important que joue la Sénat. Comment la Sénat échange avec les partis politiques. Comment la Sénat échange avec la presse. Comment la RAC
échange avec les journalistes. Comment tout se déroule dans la plus transparence, presse, voilà, tout se passe en réalité en présence des journalistes. C'est ça le plus important. Le déroulement du programme, Le déroulement le processus. du programme, Les du élections. processus, tout se passe au vu et au sous de tout le monde. Puisque les journalistes sont témoins, les journalistes portent l'information au public, à l'attention du public, et tout se passe très bien. Je pense que tout est à saluer du début jusqu'à présent. Je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé où mon aîné Yves-Patrick Loko a reconnu que la Cour constitutionnelle, par exemple, est allée repêcher un candidat qui s'est déjà complètement noyé. Donc, tout ça, moi, je pense que c'est pour faire triompher la démocratie. Est-ce que ce n'est pas un mérite pour ce parti-là Quoi Est-ce que ce n'est pas... Le parti ne méritait pas d'être repêché, c'est ça? Je ne sais pas trop si Oui, mais on il peut faut pas entrer dans encourager Il ne faut que pas les gens l'encourager. ne- N'encouragez faut pas encourager les que gens les gens qui ne ne paient veulent pas les pas payer impôts. les impôts à rester parmi vous qui payez les impôts. Pour les décourager. Mais il y a une liste qui a Il faut que les gens paient les été, ça a impôts. été modifiée. Ces gens qui devaient des impôts quand même ont été... Le droit était 17, mais du fond de cœur des 6 sages de la Cour constitutionnelle, eux-mêmes ils savent que c'est pour l'intérêt social, c'est pour la paix dans notre pays qu'ils ont agi ainsi. Sinon, ce parti, moi je porte ce parti, et c'est mon parti, même si je suis journaliste. Même Vous êtes je de tous les partis. dis que, moi, je dis, avec ça là, ce parti ne mérite pas d'aller à... Non, mais c'est pas vous qui jugez. c'est pas nous qui allons. C'est pas vous qui jugez. Nous sommes pas façon. Oui, oui, très rapidement. C'est quoi? Oui. C'est Vous- que- Vous allez continuer tout à l'heure, Ouais, ce Adrien. qu'il faut dire, Oui. c'est déjà bien que tout se déroule correctement. Et c'est ça le plus important. Nous allons œuvrer pour ça. Nous allons accompagner le processus Jusqu'à électoral terme. qui suit son cours jusqu'à terme. la fin, jusqu'au 8 prochain. Et chacun va se lever pour aller porter son choix sur son candidat. C'est ça le plus important. On fera le bilan. On va faire le bilan. Donc, moi, je pense que c'est déjà bien que jusqu'à présent, c'est vrai, on a constaté qu'il y a eu des actes de vandalisme sur des affiches. C'est Et de ça, bonne guerre. C'est pas encouragé. C'est juste effimère, c'est déjà du passé et on doit oublier ça et avancer. Le plus important, c'est que tout se déroule correctement. Que les gens écoutent le message du foyer d'amour ONG, cette ONG. Non, mais ça, c'est de la publicité, Adrien. Non, Adrien, merci beaucoup. Nous allons écouter Patrick Loko aussi. C'est que la HAC fait beaucoup pour la presse. Mais il faut que la HAC, maintenant, nous libère le cas de presse. Parce qu'aucun journaliste béninois aujourd'hui n'a pas sa carte de presse en cours de validité. Tes Et amis moi, policiers savent. vous dites, Tes amis policiers savent. oui, et on est obligé d'en faire avec. Vous savez, j'ai posé la question au président, au gestionnaire de l'ANIP, puisque désormais il a été dit que c'est l'ANIP qui doit qui va nous confectionner- délivrer les cartes. confectionner Devant les cartes. caméra, tout, nous sommes allés, on l'a interviewé, il nous a dit que non, que lui il est prêt. Parce que moi je l'ai posé la question, mais on dirait que vous êtes bourré de dossiers jusqu'au point où vous ne pouvez pas Vous en oubliez. Vous en oubliez. Il dit jamais qu'il attend seulement Le OK. du président de la RAC. Comme si le président de la RAC dit, gestionnaire, mandataire de la NIP, sort-nous les cartes, que la presse aura toutes ces cartes aujourd'hui même. C'est pas bien. Et vous savez, tout se passe aux yeux des journalistes, mais nous qui sommes patrons de presse, nous sommes obligés de délivrer des cartes professionnelles de nos organes de presse aux journalistes et reporters qui sont sur le terrain. Or, dans les normes, ces journalistes, reporters, qui sont, je dirais même, je ne veux pas dire qu'ils sont en danger parce que c'est leur métier. Ils ont appris ça, mais ce n'est pas facile d'aller sur des théâtres. Vous devez avoir la carte de presse reconnue et certifiée par la RAC. C'est ce qui est dit. Si, par là-bas. Oui, et Patrick Loko, avant qu'on ne vienne Oui, à Florent. Oui. vous posiez une question au début. Est-ce que c'est ce que les députés, enfin les candidats devraient Oui, dire le aux message populations qui sont en train de qui- passer quand qui vous le écoutez servent, le non. débat organisé par la HAC, Ouais. les autres sur le terrain. Écoutez, il y a confusion. beaucoup de larrons en foire actuellement. Il y a un peu des postures que moi j'ai notées. C'est vrai, il reste encore quelques 5 jours. Nous sommes
Aujourd'hui, le 1er janvier, et d'ici le 6, le vendredi 6, il y aura fermeture de cette période de propagande-là. Il faut que nos hommes politiques et nos hommes et femmes politiques vraiment adaptent le langage qu'il faut à leur auditoire. Il ne faut pas qu'on, c'est vrai, les promesses de campagne, quelqu'un l'a dit il y a quelques années, n'engage que ceux qui y croient. Mais le député béninois, fondamentalement, a deux rôles, selon moi. Discuter et voter la loi et contrôler l'action du gouvernement. Ceux qui vont devant nos parents, leur dire qu'on va leur construire des routes. C'est vrai, le député, s'il est de la mouvance présidentielle, peut-être, avec le cas de la révalorisation des salaires qu'on a connu, le chef de l'État a avoué devant le Parlement lors de son discours à la Nation le 8 décembre 2022, il y a bientôt un mois, qu'il a reçu des pressions de deux partis politiques, notamment ceux qui sont représentés aujourd'hui à l'Assemblée nationale finissante. Donc, c'est dire que quand vous êtes proche du président de la République ou du pouvoir, vous avez la possibilité de proposer des choses. Vous avez la possibilité de le faire plier. S'il n'y a pas de route qui entre dans votre localité, vous avez, à l'occasion peut-être de discussions informelles, vous pouvez rapidement souffler ça aux oreilles du président de la République. Et de l'autre côté, il y a... En attendant de vous retrouver dans vos notes, oui, allez-y. Non, là je me retrouve désormais dans mes notes. Voilà, si vous n'avez pas la possibilité, par exemple, de parler à l'oreille du président de la République, comme député, vous pouvez initier, donc vous pouvez faire des propositions de loi, et si vous n'avez pas l'occasion de le faire seul, vous pouvez y aller en lobbying, faire adhérer à votre proposition beaucoup d'autres députés qui soient peut-être de votre bord ou d'autres bords pour pouvoir aider les populations, mais que les candidats, les potentiels députés de la 9e législature arrêtent de tourner un peu. Oui, Florent. Moi, je voulais intervenir surtout par rapport à la question de la carte de presse. Moi, je dis, la non-détention de la carte de presse, est-ce que ça nous empêche de faire le travail sur le terrain? Mais non. Et la solution... C'est d'abord aux sources et pour l'avoir, il faut la carte. C'est très important. Florent, allez-y. C'est bon, je vais continuer? Oui, allez-y. Merci. La solution, Tchoumakou l'a donnée. Les organes de presse peuvent délivrer à leurs rédacteurs, à leurs journalistes, des cartes internes. Et je me souviens que j'étais à une rencontre à la HAC, et là je rends hommage au conseiller Franck Motumé, qui a bien dit, il est vrai que la carte de presse n'est pas encore prête, mais il est autorisé que sur le terrain de reportage, le journaliste porte son gilet. C'est aussi une façon de s'identifier et de montrer aux forces de l'ordre ou à ceux qui peuvent l'empêcher de faire son travail, de comprendre que c'est quelqu'un qui a été délégué par une rédaction pour faire le travail. Donc, il est vrai, on peut déplorer que la carte de presse ne soit pas encore à disposition, mais les organes de presse ont l'autorisation de pouvoir délivrer des cartes internes à leurs rédacteurs, à leurs journalistes, afin qu'ils aillent sur le terrain. Et je pense qu'on ne doit pas se cramponner à cette non-délivrance de la carte de presse pour ne pas faire son travail de façon professionnelle. Merci. Très bien. Oui, merci. Serge, il y a une question sur laquelle, parce que en ce qui concerne ce sujet législatif, il y a beaucoup à dire, c'est vrai, mais je reviens à ce discours tenu par les uns et les autres sur le terrain. Il y en a qu'on a entendu dire que oui, ce sont eux qui ont travaillé à ce qu'il y ait augmentation de salaire. C'est ça, ce sont des discours qui sont tenus sur le terrain, qu'il y ait augmentation sur le terrain. Autant de choses que nous entendons. Mais est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui,
le discours a changé, c'est parce que par le passé, on entend, je vais vous faire des routes, je vais vous donner de l'électricité, de l'eau, etc. Maintenant qu'on n'a plus ce genre de discours, on reste un peu dans ce que nous entendons. Très rapidement pour clôturer. Oui, c'est normal parce que il faut quand même des arguments. Il faut quand même des arguments pour quand même avoir de l'électorat. C'est de bonne guerre. Nous sommes dans une période de propagande, une sorte de bonne guerre. Moi, je voudrais tout simplement inviter la population à faire la part des choses, à suivre beaucoup l'actualité, à pouvoir faire la part des choses, parce que le député n'est pas là pour vous construire les routes. Il peut faire des propositions au gouvernement. Quitte au gouvernement. Ça, vous regardez droit dans la caméra, les téléspectateurs, quitte au gouvernement d'analyser les besoins réels des populations à la base. Ça ne revient pas. Le député a deux actions. Contrôler l'action du gouvernement, légiférer. Et si un député se met devant une population pour dire, voilà, c'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait ça pour que vous ayez telle infrastructure, je crois qu'il ne faut pas se laisser berner par ces discours. C'est normal, nous sommes dans une période de propagande, de campagne, et nous allons écouter toutes sortes de discours. Les gens sont dans un objectif donné, et après, c'est législative. Vous allez voir comment ces mêmes vont changer de discours et on fera le bilan après, comme on a l'habitude de le dire. Oui, Florent, oui, parce que nous allons profiter pour faire le tour en même temps. Nous sommes pratiquement à la fin du temps qui nous est imparti. Florent? Bon, je voulais en fait continuer de dire au peuple, à notre peuple, à nos frères et sœurs, de continuer par entretenir l'espérance qu'ils ont, de continuer par poser des actes qui vont dans le sens de la paix. Parce que sans la paix, nous ne pouvons rien dans le pays. Et que les politiciens sachent que nous n'avons qu'un seul pays. Nous n'avons qu'une seule patrie. C'est le Bénin. Et le Bénin doit triompher de tous nos intérêts particuliers et égoïstes. Merci. Merci. Oui, Adrien Tomakou, très rapidement. Non, je voudrais souhaiter une bonne fête et une heureuse année 2023 à tous les téléspectateurs. Tout a été dit et faites la part des choses. Levez-vous très gentiment le 8 janvier. Le 8 janvier. Dimanche prochain, donc. Dimanche prochain. Et allez voter. Votez le candidat de votre choix. Ce que je voudrais demander aux partis politiques en lice, c'est de se faire représenter dans tous les 75 000 bureaux de vote. C'est ça. C'est très important. Il faut que... Adrien qui voit la place du président de la Sénat pour faire passer très rapidement, s'il vous plaît. Il y a trop de data bureau de vote parce qu'ils ne se sont pas fait représenter. Non, si vous êtes là, rien ne se passera. C'est très important que tout se passe dans la pure transparence, que les gens se lèvent et que ça soit une fête. Et ça sera une fête. Merci. Je suis déjà convaincu que c'est la fête et c'est la victoire de nous tous. Très bien. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas d'échec. D'accord. C'est une élection, c'est une fête, c'est la joie. On doit applaudir. Merci beaucoup, Adrien Tomakou. Bien fêter. Adrien Tomakou. La fête a commencé aujourd'hui, 1er janvier, et ça continue jusqu'au 8 janvier. Et bien après. Et bien après. Oui, Yves-Patrick Loko. Merci, Adrien. Yves-Patrick Loko. Oui, écoutez, c'est un plaisir pour moi que Théodule Ronsa et ETélé me fassent l'honneur de me faire venir sur ce plateau pour démarrer. Enfin, voilà, et c'est sûr que ça va continuer parce que par le passé, j'ai joué un peu à la politique de la chaise vide. Ça ne va plus se perpétuer. Et pour ce qui concerne les élections législatives à venir dimanche prochain, c'est vrai, la campagne va continuer jusqu'à vendredi prochain. C'est que les députés disent la vérité au peuple, les candidats, disent la vérité et disent réellement ce que le député fait, voilà, mais convaincre davantage les populations pour pouvoir obtenir leur suffrage. Et je leur souhaite à tous, c'est-à-dire à tous les 7 partis politiques en lice, à toutes les 7 listes en lice, beaucoup de courage et bonne chance. Très bien. Merci à vous, chers collègues. Merci également à Serge Enayon. Délivre le cas de presse. Merci. De le cas de presse. Nous donne le cas de presse. Adrien Tomakou s'est entendu. Serge Enayon Okodjo, journaliste à Express Matin. Merci d'être venu.
Merci. Florent Roussinon, secrétaire de rédaction de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin. Merci d'être venu. Adrien Toumakou, directeur de publication de Fraternité depuis Ménotin, le tonitruant, le bouillon. Et puis Yves-Patrick Loco, journaliste à la Radio Nationale, au RTB. Merci d'être venu, de passer ces premières heures, ces premiers moments de l'année 2023, ce dimanche 1er janvier 2023. Merci à vous, mesdames et messieurs. Le meilleur reste à venir. Restez avec nous, vous qui nous suivez sur l'ensemble de nos canaux digitaux également.